Oh là, ça fait longtemps. On se retrouve aujourd'hui dans une période un petit peu tortueuse dans le sens où y a examen pour tout le monde, hein, que ce soit pour vous ou pour moi. Pour vous, c'est le baccalauréat, ça devrait aller, je pense, pour tout le monde dans la mesure où la politique actuelle c'est de donner le bac à tout le monde. Pour moi, actuellement, c'est l'agrégation et je vais me défenestrer parce que je dois apprendre des développements, voilà, c'est pas très intéressant. Alors évidemment, j'abuse, hein, il y a des trucs très intéressants, je pense par exemple théorème de Dickson, hein, mon coup de cœur. Mais il y a des trucs beaucoup moins intéressants, par exemple prolongement holomorphe, théorème des grandes déviations, etc. Enfin que des envies de se suicider finalement. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, même si bon, on s'en fout de moi, le plus important c'est vous, et comment on va sauver un maximum de points pour demain. Dans votre épreuve de maths, un truc qui est sûr et certain, c'est que vous allez avoir des probabilités. Qui dit probabilité dit points faciles à sécuriser, dans le sens où les probas c'est quelque chose qui est relativement intuitif. Je veux dire, il vous suffit de connaître à tout casser 4 propriétés pour faire tous les exos de probas du monde de la terminale, donc ça devrait aller. Aujourd'hui justement, on est avec Sardoche, voilà, invité spécial, il va rester évidemment derrière la caméra. C'était sûr. Alors en réalité il est pas là, mais bon, on s'entend bien malgré tout. En revanche, l'exercice qu'on va voir aujourd'hui et qui comporte toutes les questions possibles que vous pouvez trouver en proba parle de Sardoche, donc voilà, ça tombe bien. Le featuring. Je te jure, vraiment un retour pas très palpitant, mais bon, on est parti. Alors, je vous affiche l'énoncé pour voir dans quel cadre on va se situer. Donc voilà, Sardoche, célèbre streamer et grand théoricien de ce monde, décide de s'adonner à son plaisir coupable quotidien, League of Legends. Imaginez l'odeur dans la chambre. Donc il s'agit d'un jeu vidéo dans lequel le maître mot est la toxicité, une véritable hécatombe sur le plan de la bienséance. L'ambiance y est comme d'habitude délétère, la rage est si palpable dans l'air qu'on pourrait la toucher, et un énième clavier Logitech risque d'y passer. On estime que la probabilité qu'il rage dans la partie au point de frapper son clavier est de 0,08. Dans le cas où il frappe son clavier, la probabilité de lui asséner un coup faible qui ne l'endommage pas, c'est 0,75. Dans le cas où il ne rage pas, il existe quand même une probabilité de 0,01 de ruiner son clavier par maladresse en renversant son thé fleur de geisha dessus. On notera alors R l'événement Sardoche rage et C l'événement le clavier est ruiné. La première partie c'est des premiers calculs et c'est relativement abordable pour tout le monde et c'est très représentatif de ce que vous allez avoir au bac. Première question, grand classique représenté la situation par un arbre de probabilité, à savoir que quand vous avez des probabilités conditionnelles comme ici, l'arbre de probabilité c'est quand même la meilleure chose à faire. Ici il faut d'abord voir si Sardoche rage ou pas, et ensuite il faut analyser si le clavier est cassé ou pas. Donc je mets l'arbre, je reporte les données que j'ai dans l'énoncé, et ensuite, par la probabilité de l'événement complémentaire, je peux compléter les branches dans le sens où la somme des poids qu'on trouve sur les branches doit valoir 1, et ainsi on a réussi à construire l'arbre de probabilité, donc ça fait plaisir. A savoir que si on vous fait construire ce genre d'arbre, c'est pour n'utiliser plus que ça après, c'est-à-dire que vous avez toutes les données essentielles de l'énoncé dedans, et même un peu plus, pas la peine de retourner sur l'énoncé. Alors, question 2, quelle est la probabilité qu'il ne rage pas, mais qu'il explose tout de même son clavier? Alors là, ce qu'il faut remarquer dans la question, c'est qu'il y a un « et ». Et le « et » se traduit par une intersection. De la même façon, en probabilité, un « ou » se traduit par une union. Donc là, ça revient à calculer P de R bar, c'est-à-dire il ne rage pas, inter, et C. Sardoche explose quand même son clavier. Donc là, il suffit de suivre le chemin sur l'arbre et de multiplier les probabilités. Ça vaut 0,92 fois 0,01 et on trouve un résultat plus ou moins intéressant. La question 3A nous demande de calculer explicitement P de R inter C. Bon bah ça, encore une fois, d'après l'arbre, il vous suffit de suivre les branches et de multiplier les poids correspondants, et vous trouvez 0,08 fois 0,25, et on tombe sur 0,02. Question B, il faut vérifier que la probabilité qu'il détruise son clavier est de 0,0292. Qui dit question B dit qu'il faudra sans doute utiliser la sous-question A. Ici, on veut calculer P de C, et on applique la fameuse formule des probabilités totales qui dit que P de C, c'est toutes les façons d'arriver à la branche C. Autrement dit, c'est P de R inter C plus P de R bar inter C. Et ça tombe bien, ces deux probabilités, on les a calculées au préalable, on a juste à les sommer et on tombe sur un résultat, bon, il est là quoi. Question C, on se demande si les événements R et C sont indépendants. Autrement dit, là on va devoir comparer P de R inter C et P de R fois P de C. Si c'est égal, ce sera indépendant par définition. Si c'est différent, alors on aura une dépendance. Et là, ça risque très fortement d'être différent, dans le sens où on a des probas conditionnels. Donc si on conditionne, ça veut dire qu'il y a une dépendance qui se trouve ici. Donc on a P de R inter C qui vaut 0,02. Et P de R fois P de C, c'est 0,08 fois 0,0292. Et on se rend compte que c'est complètement différent de P de R inter C, donc il n'y a pas indépendance. Question 4, sachant
que son clavier est explosé, quelle est la probabilité qu'il n'ait pas ragé? Alors, s'il y a un sachant que, ça veut dire que la probabilité qu'on cherche est conditionnelle. Donc là, on veut la probabilité qu'il n'ait pas ragé, sachant que son clavier est détruit. Ce qui revient à calculer P de R bar, il n'a pas ragé, sachant C. Donc son clavier est pété. Ça, on applique tout simplement la formule du cours, qui dit que c'est P de R bar inter C divisé par P de C. On obtient un quotient qu'on peut approximer, et ça fait environ 0,315. Question 5a, on nous demande de démontrer une formule qui s'appelle la formule de Bay, qui assure que pour tout événement A et B, on a P de A sachant B fois P de B, qui vaut P de B sachant A fois P de A. Donc là, on va partir du côté gauche de l'égalité, et on va remplacer par les fameuses formules du cours. Donc P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Les P de B se simplifient, donc ça c'est pas mal, mais P de A inter B, c'est P de B inter A, et ça il faut pas l'oublier. Et là, j'ai envie de faire apparaître une probabilité conditionnelle qui m'intéresse, donc je vais diviser par P de A et multiplier par P de A. Et là, miracle, je tombe exactement sur ce que je veux, donc on a bien vérifié que la formule était vraie pour tout événement A et B. Et donc là, on nous demande d'en déduire P de R bar sachant C bar, et on nous demande si le résultat il est cohérent avec la réalité. Alors comme tout à l'heure, qui dit question B dit qu'on va devoir utiliser la question A, surtout que là il y a écrit en déduire, donc c'est quand même un sacré indice. La formule de Bay, elle vous assure que P de R bar sachant C bar, c'est P de C bar sachant R bar fois P de R bar sur P de C bar. Vous remplacez par les valeurs que vous avez. P de C bar, on l'a parce qu'on a calculé P de C au préalable, et donc c'est la probabilité du complémentaire, et on sait le faire, et on tombe sur 0,938 environ. Est-ce que le résultat est cohérent avec la réalité? Oui, il est cohérent de se dire que la probabilité qu'il ait pas ragé sachant qu'il n'a pas pété son clavier est relativement haute. Si son clavier est sain et sauf, c'est très certainement qu'il n'a pas ragé, ou alors il a été maladroit et c'est pas de chance. J'ai pété ma tasse encore. Ok, partie 2, on va poursuivre l'enquête et on va faire un petit peu du raisonnement binomial, ça va chier. Sardoche décide de lancer un marathon sur Twitch, voilà. Il fait un certain nombre N de games de LoL en stream, et on admet qu'il a une probabilité P égale 0,0292 de détruire son clavier au cours d'une partie. Une fois son clavier explosé, la partie elle est considérée comme terminée, il peut plus jouer, hein. Il part racheter un clavier à la Fnac et il va continuer son marathon. On note X, la variable aléatoire associée au nombre de claviers qu'il détruit au cours des N parties, et pour simplifier les choses, on supposera qu'il y a indépendance entre chaque partie de jeu. C'est-à-dire que la rage, elle ne s'accumule pas au fil des games. Sardoche, il reset mental à la fin de chaque partie, et tout se passe bien. La première question, très classique, nous demande de décrire la loi de probabilité suivie par X en justifiant soigneusement. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire soit il explose son clavier, qu'on considère comme un succès, hein, soit son clavier, il est intact. Donc X décrit N schémas de Bernoulli consécutifs et indépendants. X suit donc une loi binomiale de paramètres N, P, avec N le nombre de parties jouées, et P la probabilité de casser son clavier. Alors je me permets de faire une aparté rapide sur le fameux résultat qui dit que si vous avez X1, X2, Xn, des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli, alors la somme va suivre une loi binomiale. Ça c'est un truc qui paraît un peu intuitif, mais quand même il faut le montrer. Si vous voulez le montrer avec des outils de terminal, il vous suffit de faire une récurrence sur n, et normalement ça se passe relativement bien, parce que l'initialisation elle est bidon, et l'hérédité se fait parce que vous pouvez passer de n à n plus 1 avec ce qu'on appelle la formule de Pascal, qui est une formule super utile pour les coefficients binomiaux. Pour ceux qui vont dans le supérieur, on peut aussi se servir de la fonction génératrice des moments. C'est un truc qui est beaucoup plus général et qui a le mérite de marcher avec des variables aléatoires indépendantes de toutes sortes, et qui a des propriétés intéressantes qui vous permet de conclure directement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Bref, question 2, porter un regard critique quant à l'hypothèse d'indépendance réalisée. Ici, on a supposé qu'il y avait une indépendance au niveau de la rage entre les parties. Évidemment, c'est pas du tout réaliste, hein. En général, la rage, ça s'accumule, plus vous jouez et plus vous serrez la manette, hein. Et la probabilité de péter un clavier, elle devient de plus en plus grande au fil des défaites ou des personnes désagréables que vous rencontrez. Parce que dans les faits, personne ne reset son mental après une défaite, hein. C'est quelque chose qui est impossible, même pour les plus grands moines Shaolin. Un modèle plus pertinent, ça aurait pu être de modéliser ça avec, par exemple, une chaîne de Markov, voilà, pour prendre en compte l'accumulation de la haine. Ça permet bien de représenter comment l'état de haine évolue. Question 3, Sardoche décide de jouer 12 games pendant son stream. Et il faut calculer la probabilité qu'il explose exactement un clavier durant son stream. Donc là, le n se précise, le n il vaut 12, et nous, on cherche exactement P de x égale à 1. Et donc là, on a juste à appliquer la formule que vous connaissez. P de x égale 1, c'est 1 parmi 12, P puissance 1, 1 moins P puissance 12 moins 1, et on trouve, après calcul, quelque chose de l'ordre de 1/4. Question suivante, calculer la probabilité qu'il explose au moins 2 claviers durant son stream. Alors ça c'est une question intéressante dans le sens où il faut traduire ce que ça veut dire au moins 2 claviers, à quoi ressemble la proba.
Sachant que X c'est le nombre de claviers pétés, on veut qu'il en explose au moins 2, donc on va regarder la proba que X est supérieur ou égal à 2. Alors ça, avec des calculatrices, vous pouvez le calculer. On va essayer d'être un petit peu plus fin et de regarder le complémentaire. Donc ça c'est exactement 1 moins la probabilité qu'il en explose pas, plus la probabilité qu'il en explose exactement 1. Ça tombe bien, on l'a calculé à la question précédente. Et donc là on a juste à faire le calcul et on trouve que la probabilité qu'il explose 2 claviers est relativement faible, puisqu'elle est de l'ordre de 1/20. Question 5. En moyenne, combien de claviers explosera-t-il durant son stream? Quand on parle de moyenne, on fait appel à l'espérance. Et là, il faut se rappeler que l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. Et ça tombe bien, n on l'a, p on l'a, donc il y a juste à faire une application numérique. Et donc là, on trouve qu'il explose en moyenne 0,35 claviers par stream. Question suivante. Un clavier lui coûte la modique somme de 139 €. À raison de 3 streams LOL de 12 parties par semaine, combien d'argent dépense-t-il en moyenne par an? Question sympathique, qui est un prolongement assez cool de la question précédente. Donc là, il faut voir qu'il va dépenser en moyenne par an le nombre de claviers en moyenne par stream, fois les 3 streams qu'il fait dans la semaine, fois les 52 semaines qu'il y a dans l'année, fois le prix de son clavier. Et on tombe sur quelque chose qui avoisine les 7600 €. Heureusement que Sardoche fait des partenariats. Question 6, calculer la variance de X et interpréter le résultat. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en général on vous fait calculer variance ou écart type, mais on voit pas trop à quoi ça correspond. Donc là on applique la formule, variance de X c'est NP fois 1 moins P, on remplace par les valeurs qu'on a, et on tombe environ sur un quart. À savoir que ça c'est une variance faible, ce qui signifie que il y a relativement peu de chances au cours d'un stream de s'écarter de la moyenne des claviers cassés qu'on a calculé antérieurement. Une variance faible vous dit ici notamment que avoir un nombre de claviers pétés qui est énorme est très peu probable. Question 7, se faire frapper 2 fois par la foudre au cours de sa vie représente une probabilité de l'ordre de 10 puissance moins 15. Alderiat affirme haut et fort qu'il est plus probable que vous vous fassiez frapper 2 fois par la foudre plutôt que Sardoche explose 12 claviers durant son stream. Est-ce que c'est vrai? Donc là, on se demande que vaut P de X égale 12. Donc ça, on la calcule avec la formule classique. Et on tombe sur quelque chose de l'ordre de 10 puissance moins 19. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est bien inférieur à 10 puissance moins 15. Et on a donc que Alderiat a raison, comme d'habitude. Question 8. On suppose désormais que Sardoche joue un nombre n inconnu de games en stream. Là, on arrive aux questions un petit peu difficiles. Il faut déterminer le nombre minimal de parties, tel que l'on soit sûr à 99% qu'il explosera au moins un clavier durant son stream. Toute trace de recherche sera valorisée. Je vous invite à y réfléchir de votre côté. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1 est plus grande que 0,99. D'un côté, la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que X est égal à 0, littéralement 1 moins la probabilité du complémentaire, et la probabilité que X est égal à 0, il suffit d'appliquer la formule, et on a un résultat qui dépend de n cette fois-ci. Et donc là, maintenant qu'on a la valeur de P de X supérieur ou égal à 1, on va pouvoir faire une série d'inégalités. On remplace la valeur de P de X supérieur ou égal à 1 dans l'inégalité au-dessus. On passe le 1 de l'autre côté et on multiplie par moins 1. Pour faire tomber la puissance, la stratégie, c'est de passer au logarithme de chaque côté. Et là, l'inégalité ne change pas par croissance de la fonction logarithme, c'est très important. On fait passer le log de 0,9708 de l'autre côté. Et donc, on connaît maintenant le nombre minimal de parties tel que l'on soit sûr à 99% qu'il explosera au moins un clavier durant son stream. On déduit ici que n vaut à minima 156. Donc il a de la marge, d'ici à faire 150 games dans le même stream, je pense qu'il a le temps de devenir fou. Question 9 qui va conclure cette partie. On estime qu'un stream a un impact irréversible sur sa santé mentale s'il casse en moyenne au moins un clavier. À partir d'approximativement combien de games un stream est-il dangereux pour lui? Et on se demande si le résultat obtenu, il est pertinent. Et en fait, les données de l'énoncé se traduisent par quand est-ce qu'on a espérance de X supérieure ou égale à 1. C'est-à-dire NP supérieur ou égal à 1. On fait passer le P de l'autre côté, et on en déduit que N doit être supérieur ou égal à 35, parce que 1 sur P, c'est 34 et des poussières. Et donc, est-ce que le résultat obtenu est pertinent? Ouais, il est pertinent de penser qu'après 35 parties de LoL d'affilée, le cerveau subit des dégâts irréversibles, et par conséquent, il est très judicieux de se limiter. Ok, l'exo était intéressant. Je vous propose maintenant une partie 3 pour aller plus loin et pour voir si vous êtes vraiment des mecs très chauds en proba. Alors c'est des trucs qui seront certainement pas au bac, mais ça utilise des outils de terminal
et c'est pour voir si vous êtes des vrais Tchads en fait. Et ça permettra de se poser des questions profondes sur Sardoche, la philosophie, tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors pour i allant de 1 à k, on note si, la variable aléatoire, qui a un échantillon de kstreamlol associe le nombre de claviers démolis. On admet que les si sont indépendants et suivent toutes la loi de x, c'est-à-dire une loi binomiale de paramètres np. On part ici du principe que Sardoche réalise 20 games par stream, ok, donc on a n égale 20, et on définit alors mk, la moyenne empirique des variables aléatoires si. Mk, ça va être la somme des S1 jusqu'à Sk, le tout divisé par k. La première question demande de vérifier que pour tout i, on a l'espérance de Si qui est égale à 0,584. Bon bah là c'est similaire à la partie précédente. L'espérance de Si, sachant que c'est une loi binomiale de paramètres 20p, donc 20 fois 0,0292, et on tombe sur 0,584. Et question suivante, on nous demande d'en déduire l'espérance de Mk, et là, il faut utiliser ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance, qui vous dit que l'espérance de Mk, donc ça va être l'espérance de S1 plus blablabla jusqu'à Sk, le tout divisé par K. La linéarité de l'espérance vous dit non seulement que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, mais en plus que vous pouvez sortir le K. À la question précédente, on a montré que les Si avaient tous la même espérance, donc du coup la somme ça va être K fois l'espérance de S1, les K se simplifient, et on a bien trouvé du coup l'espérance de Mk qui est en fait la même que l'espérance de Si. Question suivante, on se demande que vaut la variance de Mk, là c'est un petit peu plus délicat, donc encore une fois je vais remplacer Mk par son expression avec les Si, et là vous avez que la variance de la somme c'est la somme des variances, uniquement parce que vous avez indépendance entre les Si. C'est cette indépendance qui fait qu'on peut passer de l'un à l'autre, parce que si vous avez indépendance entre Si et Sj, et ben la covariance de Si et Sj, elle est nulle. C'est une traduction de l'indépendance. Et le K, vous pouvez le sortir un petit peu comme l'espérance, mais attention, la variance, c'est certainement pas linéaire, ça a une propriété quadratique, et donc il faut mettre un carré sur le K si vous voulez le sortir. Les Si suivent toute la même loi, du coup, ils ont tous la même variance, du coup, on obtient K variance de S1 sur K carré. On peut simplifier des K, et on tombe sur NP fois 1 moins P divisé par K. Étant donné qu'on connaît la valeur de N et de P, on peut avoir une valeur numérique, c'est pas forcément intéressant. Le truc intéressant, c'est qu'il y a un K au dénominateur. Ce qui veut dire que quand K augmente et devient très grand, votre variance est tend vers 0. C'est-à-dire qu'on s'écarte plus de la moyenne. Plus il y a de streams, moins on s'écarte de la moyenne. C'est très intéressant et c'est très utile pour la suite. Question 2A. On prend X, une variable aléatoire positive, et A, un réel strictement positif. Il faut montrer que la probabilité que X soit supérieur ou égal à A est inférieure ou égale à l'espérance de X sur A. Et on donne une indication, on pourra considérer et étudier une certaine variable aléatoire. Alors cette inégalité, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Markov, c'est une inégalité de concentration relativement utile en théorie, en pratique pas vraiment. On utilise plutôt d'autres inégalités de concentration, il y a beaucoup plus précis que ça, mais bon, peu importe, là il faut juste la démontrer. La fameuse Y qu'on a posée, elle est par définition toujours inférieure ou égale à X. Il vous suffit de faire une petite disjonction de K pour constater ça. Donc par croissance de l'espérance, vous avez que l'espérance de Y c'est inférieur ou égal à l'espérance de X. Sauf que l'espérance de Y, c'est 0 fois P de Y égale 0, plus A fois P de Y égale A. Bon, bah le premier terme, il est nul, et le second, c'est exactement la probabilité que Y soit supérieur ou égal à A, en fait. Alors ça paraît peut-être obscur, voire superflu au premier abord, pourtant, c'est exactement les mêmes probabilités, dans le sens où on regarde les mêmes événements, c'est-à-dire que Y, il vaut soit 0, soit A, alors qu'il soit égal à A ou supérieur ou égal à A, c'est la même chose dans ce cas-là. En combinant les deux, on tombe sur A fois P de Y supérieur ou égal à A, qui est inférieur ou égal à espérance de X. On fait passer le A de l'autre côté et on a exactement ce que l'on veut. Question suivante, en déduire une majoration de la probabilité que MK soit supérieur ou égal à 6. Bah là, on va pas se priver, on va utiliser l'inégalité précédente. La probabilité que MK soit supérieur ou égal à 6, c'est inférieur à l'espérance de MK divisé par 6. Et donc ça, on calcule, et ça fait à peu près 1/10. Et donc là, on se rend compte que c'est une majoration qui laisse un petit peu à désirer. On pourrait majorer bien mieux, mais on va pas s'attarder là-dessus. Question 3A. Pour quelle valeur de K a-t-on l'écart type de MK strictement inférieur à 0,2 ? Alors, on se demande quand est-ce que l'écart type de MK est inférieur à 0,2, et l'écart type, rappelez-vous, c'est la racine de la variance. Donc, je remplace. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que la variance de MK, on l'a calculée à la question d'avant. Ensuite, je peux passer au carré de chaque côté de l'inégalité, ça va pas changer le sens, étant donné que la fonction carré est croissante. Et là, j'ai juste à isoler mon K, et je tombe sur K strictement supérieur à 14 et des poussières, donc l'écart type, il est strictement inférieur à 0,2, lorsque K est supérieur ou égal à 15. Question B, qui est la question la plus dure selon moi, pour de telles valeurs de K, c'est-à-dire K supérieur ou égal à 15,
montrer que la proba que MK est inférieur ou égal à 2 est strictement supérieure à 0,95. Et il faut interpréter. Alors, on étudie ici la probabilité que MK est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire 1 moins la proba du complémentaire. Et là, l'intuition, étant donné qu'on a fait des calculs de variance et tout, il faut une inégalité de concentration qui utilise la variance, et là vous en avez qu'une seule, c'est l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. La proba que MK est supérieur ou égal à 2, c'est exactement pareil que la probabilité que MK moins l'espérance de MK soit supérieure ou égal à 2 moins l'espérance de MK. Je remplace par la valeur de l'espérance de MK, et j'utilise l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, qui me dit concrètement que c'est inférieur à la variance divisé par le facteur de minoration au carré. On remplace par l'expression de la variance, et on tombe environ sur 0,284 divisé par K. Maintenant, rappelez-vous, dans la question, on a dit que K était plus grand ou égal à 15. Et pour tout K supérieur ou égal à 15, par décroissance de la fonction inverse, on a 0,284 divisé par K, qui est inférieur à 0,284 divisé par 15, qui vaut environ 1/50e. Ainsi, pour tout K supérieur ou égal à 15, on a la proba que MK soit supérieur à 2 strictement est inférieur à 1/50e environ. Par conséquent, pour tout K supérieur ou égal à 15, la probabilité que MK soit inférieur ou égal à 2, elle est supérieure à 1 moins 0,019, et c'est bien supérieur à 0,95. Comment l'interpréter? Ça signifie que le nombre moyen de claviers démolis par stream sur un échantillon de 15 streams ou plus, il ne dépassera pas 2, avec plus de 95% de chance. Donc à noter que c'est relativement moindre et ça nous conforte quand même dans le fait que Sardoche n'est pas un malade mental qui ne démolit pas tant de claviers que ça. Question 4, ultime question, démontrer que pour tout t supérieur à 0, on a la limite quand k tend vers l'infini de la proba que la distance entre MK et son espérance soit supérieure à t est égale à 0. Quelle loi illustre ce résultat? Et appliqué à Sardoche, quelle terrible fatalité cela implique? Alors ça va être le même schéma de preuve que précédemment, hein. Vous prenez un réel t positif, et l'inégalité de bien-aimé Chebyshev assure que votre truc c'est inférieur à la variance de MK divisé par t au carré. Donc ça vous remplacez par son expression, et vous vous rendez compte que quand k tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et donc ça, par majoration, même par théorème des gendarmes implicite, parce qu'une proba c'est toujours positif, vous savez bien que la limite demandée dans la question, elle est bien nulle. Et ça, ça illustre ce qu'on appelle la loi des grands nombres. C'est-à-dire que plus la taille de l'échantillon est grand, plus on se rapproche de la fameuse moyenne théorique. C'est un résultat qui a des tas d'applications, hein, notamment qui vous dit que les casinos finiront toujours par vous plumer au bout d'un très long moment. Et qu'est-ce que ça signifie pour Sardoche? Ça veut dire qu'il est condamné, par les lois de probabilité qui régissent notre univers, à péter ses claviers au vu du nombre colossal de streams qu'il fait. Ok, fin de l'exo, voilà, on a fait pas mal de probas, on a couvert tout le programme de Terminal, je crois. Ici, on a démontré une convergence en probabilité. En réalité, vous avez un truc qui est encore plus fort, qui s'appelle la loi forte des grands nombres, qui vous dit que la convergence, elle est carrément presque sûre. Vous convergez presque sûrement vers l'espérance théorique, c'est-à-dire avec une proba 1, vous convergez vers l'espérance théorique. Et c'est une sacrée fatalité dans notre cas, parce que ça veut dire qu'il est presque sûr qu'il continuera de péter indéfiniment des claviers. Alors ça, évidemment, c'est pour le plus grand bonheur des profits de l'entreprise Logitech, mais c'est quand même malheureux, et on peut avoir un petit peu d'empathie pour Sardoche finalement. Voilà, on a fait le tour, j'espère que vous êtes prêts pour demain. Si vous savez tout ça, que vous savez dériver des fonctions, que vous savez comment fonctionnent les suites, et que vous n'êtes pas une tanche en géométrie dans l'espace, vous devez vous en sortir avec une note qui devrait au moins être de 17, hein, je compte sur vous. Décrochez-moi cette mention, faites-moi plaisir pour une fois s'il vous plaît. C'en est tout, j'espère que cette petite vidéo avec ce petit exo improvisé que je vous ai créé vous a plu. Ça nous aura permis de revoir toutes les fameuses formules que vous allez utiliser demain en proba. Le but demain, c'est vous me plier très vite l'exo de proba inintéressant que vous avez comme d'habitude au bac. Passez pas plus de 30 minutes dessus, et ensuite vous dégainez un coup de fonction de suite, et on se fait plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis bon courage pour demain, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.